Et ce matin, je le disais, nous sommes avec Joël Casarérou. Bonjour. Bonjour. Candidat aux législatives dans la première circonscription avec votre mouvement Construire Autrement qui avait vu le jour, on s'en souvient, en 2019 pour les élections provinciales. D'abord, si vous deviez décrire ce mouvement, sa philosophie, qu'est-ce que vous diriez ? J'allais dire un parti pas classique, qui porte les valeurs républicaines, bien sûr, et qui est pragmatique et axé sur le quotidien des gens. Alors, vous Voilà. refusez de vous positionner sur l'avenir institutionnel ou de faire partie d'un groupe politique national ? Oui, mais l'avenir institutionnel est très important, il est crucial. Et pour autant, l'opposition classique qu'on retrouve est stérile. On l'a vu avec les 3 référendums. C'est pas parce qu'on a une majorité que les autres vont disparaître. Donc là aussi, il faut poser sur la table les problèmes et voir surtout résoudre les problèmes du quotidien des gens. Aujourd'hui, on a des grèves, ça va aller de mal en pis. Alors concernant évidemment cette élection, si vous êtes élu, vous allez être amené à voter des textes de politique nationale. Concrètement, vous allez vous situer où dans l'hémicycle de cette Assemblée nationale si vous êtes élu ? Droit devant nos idées, par rapport à nos valeurs, je les ai dites. Liberté, égalité, fraternité, pour nous, sont les axes cardinaux qu'il faut continuer à maintenir. L'humanisme et au niveau économique libéral. Voilà, pour Est-ce, être précis. est-ce que c'est pas une difficulté quand on fait campagne de ne pas se positionner clairement dans un parti, dans une mouvance, ou est-ce que pour vous justement c'est un atout que vous allez mettre en avant ? Ah ben, si c'est pour arriver à des résultats stériles qui mènent à rien, où tout le monde est fâché et on a un taux d'abstention aux élections, pour nous, c'est significatif que la démocratie ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'offre qu'on a aujourd'hui de la représentativité et du fonctionnement démocratique n'adhère pas aux valeurs des gens. Donc il y a une différence entre la manière dont on gouverne, la manière dont on fait de la politique, et puis les aspirations de la population. Lors de la présentation de votre candidature, il y a eu un point très important sur la moralisation de la vie politique, mais aussi sur la place du citoyen dans cette vie politique. Concrètement, qu'est-ce que vous allez proposer ? Eh bien, on va proposer plusieurs propositions, en fait, concernant, eh bien, par exemple, les comités consultatifs citoyens, qui peuvent avoir, en fait, sont tirés au sort, on tire au sort des gens, on les accompagne de manière, c'est ce qui s'est passé pour le climat, la Convention citoyenne climat en métropole. Et après, ces gens-là, ce sont des citoyens, peuvent amender ou proposer des lois, ou justement, peuvent aussi travailler sur le prochain statut. Nous, ça nous paraît très important que les citoyens soient embarqués dans cette aventure de définir leur futur, leur avenir. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut remettre beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus de transparence, et puis de savoir à qui on a affaire dans les représentants. Parce que si on donne un mandat sur 5 ans et qu'on ne rend pas compte, il y a un problème quand même. Ou alors on va s'allier à d'autres, on fait des choses qui n'ont pas été prévues quand on donne un mandat. Ce n'est pas un chèque en blanc. Et l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer cette démocratie, comment est-ce qu'on peut contrôler, comment est-ce qu'on peut donner plus d'informations. Donc on a fait des propositions. Et l'objectif, encore une fois, c'est pas de sanctionner les élus, c'est d'avoir plus d'adéquation entre nos aspirations citoyennes et nos représentants. Pour vous, il y a un fossé entre l'élu aujourd'hui et le peuple ? Ah oui, clairement, oui. Quand vous voyez quand on fait des élections, vous voyez, ne serait-ce que pour la présidentielle. La présidentielle, elle traduit le fait que les gens n'ont pas avec le taux d'abstention, ne sont pas portés par les élections. Donc ni par les offres qu'on leur propose, ni par les candidats. Donc là, il y a un véritable problème. Et aujourd'hui, nous, on pense qu'il y a un véritable problème parce que les représentants sont pas forcément, n'ont pas la probité, n'ont pas la diligence, n'ont pas l'honnêteté de pouvoir présenter et dire ce qu'ils font et faire ce qu'ils disent aussi. C'est ça aussi le problème. Hier, vous avez signé ce que vous appelez une charte des parlementaires calédoniens. On y retrouve ce genre de Oui, propositions ? tout à fait. Oui, tout à fait. C'est de s'engager effectivement et de rendre compte, d'être beaucoup plus transparent, d'avoir une plateforme où on donne, par exemple, les dépenses, les notes, les frais. Qu'est-ce qu'on a voté ? Pourquoi on le vote ? Donc c'est de rendre, en fait, c'est comme un conseil d'administration finalement. Vous rendez compte à la personne qui vous a donné un mandat de votre action. C'est ni plus ni moins. On le fait dans le privé. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas au niveau politique ? Et vous proposez également de vous rendre moins à Paris si vous êtes élu ? Oui, l'idée c'est quand même de diminuer, c'est être en accord aussi avec les problèmes
de l'urgence climatique, c'est effectivement c'est diminuer. On ne va pas aller tous les 5 minutes à Paris pour serrer la main de quelqu'un ou faire une photo. Ça ne sert à rien. L'idée, c'est plutôt d'être efficace. Donc, comment est-ce qu'on peut diminuer en fait la présence de l'élu en étant plus efficace pour voter justement les lois. Donc finalement, c'est du télétravail depuis Nouméa Voilà. Parce que ce que font aujourd'hui les députés déjà. Tout à fait, tout à fait. Donc, mais il faut améliorer ça. Hein. Il faut le rendre devenir plus. Je veux dire, il faut que ce soit en fait une habitude. Il y a l'empreinte carbone aussi qui compte pour Bien vous sûr. dans ce projet. Vous avez d'ailleurs détaillé un certain nombre de propositions que vous allez porter tout au long de cette campagne. Quels sont les grands axes majeurs? Alors pour nous, il y a un problème aujourd'hui, c'est que la Nouvelle-Calédonie est sortie en fait du protocole de la ratification du protocole de Kyoto et de la COP 21, c'est-à-dire qu'en fait on n'adhère pas en fait à ce que fait la métropole par rapport à l'ambition de diminuer les gaz à effet de serre qui ont une conséquence très très concrète pour nous. Je parle du réchauffement climatique, donc ça veut dire la montée des eaux, donc ça veut dire des périodes El Niño, El Niña de plus en plus longues, donc ça veut dire des cyclones de plus en plus intenses. Et tout ça, ça a une conséquence non seulement sur les agriculteurs, bien sûr, mais sur notre vie quotidienne, et bien sûr sur notre porte-monnaie indirectement. Donc ça, ce point-là, on ne peut pas être à la fois dans la République et de dire on n'a pas ratifié le protocole de Kyoto. Et ça veut dire quoi en conséquence? Ça veut dire qu'il faut mettre une taxe carbone, mais il faut accompagner les industriels pour que cette taxe carbone ne soit pas vécue comme une sanction, mais comme une contrainte qui permet d'avoir la bonne trajectoire. Aujourd'hui, le GIEC nous dit on a 3 ans pour changer la trajectoire. Et si nous, on joue les passagers clandestins, on n'y arrivera pas. La Calédonie ne peut pas être un passager clandestin dans ce programme d'urgence climatique mondiale. Voilà. C'est ce qu'on appelle le pollueur-payeur, c'est ça C'est ça, Ouais. exactement, ce qu'on appelle la taxe pollueur-payeur. Et aujourd'hui, 45% des gaz à effet de serre, enfin l'équivalent, sont produits par les métallurgistes. Donc il faut les accompagner pour être vertueux. Et cette vertu, en fait, il faut mettre une contrainte. C'est pas de briser, en fait, l'économie, surtout pas, mais c'est de l'accompagner. Et là, on a aussi une méthode, c'est de dire qu'aujourd'hui, on peut mobiliser de l'argent pour les accompagner en sanctuarisant en fait la dette qu'ils ont. Chacun a une dette vis-à-vis de l'État. Or, cette dette-là, elle peut être utilisée pour justement transformer le modèle, transformer le process, ce qu'on appelle un swap de dette, c'est-à-dire qu'au lieu de rembourser, on le flèche sur de l'investissement vert. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. Vous regardez d'ailleurs les grands projets qui se passent en Nouvelle-Calédonie du côté des industriels, c'est un sujet important? Pour nous, c'est le sujet majeur aujourd'hui. On ne peut pas dire on va laisser le réchauffement climatique et le business as usual, c'est-à-dire on continue dans la même trajectoire, alors qu'aujourd'hui, on nous alerte sur les problèmes qu'il peut y avoir au niveau de l'émission de carbone que nous émettons, Calédoniens. On est quand même le 5e producteur de carbone par habitant au niveau mondial. Est-ce que c'est le rôle du député finalement de porter ces projets-là qui sont des projets locaux? On sait que l'environnement d'ailleurs c'est une compétence provinciale plutôt. Alors justement, son rôle c'est d'être lobbyiste. Lobbyiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il accompagne Paris pour la mobilisation de ces crédits. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est de l'argent qu'il faut mobiliser. Et c'est essayer de convaincre, je vous dis juste à titre d'exemple, Eramet, l'actionnaire clé, c'est quand même l'État. D'accord, par l'agence d'État des participations qui possède autour de 25%. Donc, il a son mot à dire sur la barge qui va arriver ici, alors qu'il signe à la main droite un protocole COP21 et on installe une barge 4 aujourd'hui, bientôt. Qui est une solution provisoire. Qui est une solution provisoire, mais ici, il faut toujours se méfier du provisoire définitif. Voilà. Ce sont des sujets qui vous inquiètent? C'est préoccupant et c'est pas digne de ce qu'on peut afficher. Là, on a une première ministre qui vient d'être nommée, qui s'appelle Elisabeth Borne, et qui était sur elle reprend d'ailleurs notre slogan, plus vite, plus fort, plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pas se dire, on va continuer à essayer de parler de transition. Il faut parler de révolution énergétique. Il faut modifier notre manière de faire, notre manière de procéder. Et aujourd'hui, la responsabilité, il faut accompagner encore une fois et pas s'aborder l'industrie. Et pour cela, il faut mettre en place des règles et les accompagner au niveau financier. Pour moi, c'est très clair. Joël Casarero, comment vous allez faire campagne pour ces élections législatives? Vous allez aller sur le terrain, vous allez continuer à affiner encore votre programme avec vos sympathisants? Alors, on a un gros programme, effectivement. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire des réunions de proximité. Donc, on parcourt, en fait, effectivement, des réunions de proximité. Et puis, essayer de diffuser par les biais de réseaux sociaux. Et puis, voilà, donc d'essayer de communiquer aux gens, communiquer avec les gens, de faire passer, en fait, nos messages.
Voilà. C'est difficile pour un petit mouvement de Tout faire à fait, campagne? tout à fait. Ça fait partie aussi des problèmes qu'on a levés au niveau de la moralisation et de la démocratie. C'est-à-dire que pour être représentatif, il faut déjà être sur place. C'est-à-dire qu'il faut être rentier de la politique, grosso modo. Ça veut dire qu'il faut en faire un métier. Or, pour nous, il faut avoir aucune qualité pour faire de la politique, hein, au niveau de la démocratie. Il faut bien savoir ça. Or, s'il faut aucune qualité, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus truster. Il faut pas rester, il faut renouveler. Il faut mettre des jeunes, etc. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, grosso modo, les temps de parole, les financements sont réservés aux gros partis. Alors, est-ce que ça veut dire que notre parole n'a pas d'autant de valeur que les grands partis? Ça veut dire qu'on nie la démocratie, puisque c'est une parole, une voix. Vous voyez, il y a un problème dans la manière dont on fait de la démocratie et les valeurs qu'on porte. Là aussi, il y a une dissociation, il y a une dissonance, et ça, il faut résoudre cette dissonance. Mais finalement, votre objectif, c'est de mettre les sujets sur la table, c'est ça? Exactement. Vous avez tout à fait deviné. C'est mettre les sujets sur la table et qu'on en parle parce que quel que soit notre statut, il va falloir parler du mode de démocratie dans lequel on vit, de la manière dont les citoyens peuvent s'approprier, accompagner en fait la politique et dans les choix des lois. Et par exemple, on parle de la fiscalité, mais il y a autre chose. Aujourd'hui, il y a des grèves. Demain, il y aura autre chose. On a parlé du manque de médecins. Tout ça, ça fait partie. Les gens ont leur mot à dire là-dessus et il faut le mettre sur la table. Ça n'appartient pas aux politiques, ça appartient aux citoyens. Et il faut que les citoyens se ressaisissent de leur pouvoir de vote qu'ils détiennent. Et il faut améliorer cette démocratie qui, aujourd'hui, ne fonctionne pas de manière optimale. Alors un mot, Joël Casarero, sur votre suppléant également qui va vous accompagner dans cette campagne. Ça a été un choix important à faire dans votre campagne? Ah, bien sûr, oui. Louis Nyopoué est quelqu'un qui est très investi dans l'environnement. Hein. Il a travaillé beaucoup aux îles et là, il accompagne en fait les pêcheurs. C'est quelqu'un qui connaît très bien les sujets. C'est quelqu'un qui est sur le terrain. Donc ça, pour nous, c'est beaucoup de valeur puisqu'il parle de ce qu'il connaît en fait. Hein. C'est un citoyen comme lambda, mais il parle de ce qu'il connaît. Et parmi les gens issus de la société civile, il y a aussi la candidate dans la seconde circonscription? Oui, tout à fait, Michèle Omboué. Et alors, c'est quelqu'un qui connaît très bien la brousse. Elle a fait plusieurs postes, donc c'est une Originaire de enseignante. Canala? C'est ça, exactement. Donc, elle connaît le terrain, elle connaît la brousse et elle connaît aussi les difficultés qu'il y a au niveau de l'enseignement. Hein. Ça aussi, c'est le résultat aussi d'une stratégie qui visiblement ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on est en échec scolaire, on est en échec avec 18% d'illettristes, je le rappelle, 38% de personnes qui ont des difficultés à lire, à écrire et à compter. Et ça, c'est le résultat d'une politique où on a mis 120 milliards de francs chaque année, hein, pendant 30 ans. Et où sont les résultats? Donc, politique de santé, politique d'éducation, politique d'économique. Voilà, on a le résultat. Donc, aujourd'hui, on a une trajectoire qui est calamiteuse et on va dans le mur. On est dans le mur déjà. Merci beaucoup, Joël Casarero, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes candidat dans la première circonscription.